Vas-y. Le t-shirt ne sera pas porté, mais il est bien présent. Oh my god, je suis un peu stressée, c'est la première fois que je fais une vidéo à plusieurs, genre d'habitude je suis toute seule dans ma chambre. Bref, salut les team, wesh. Aujourd'hui, je suis pas toute seule comme vous avez vu, il y a un beau gosse à ma gauche. Je suis accompagnée de Elio, qui est un grand copain à moi et qui est un fou du cinéma littéralement, comme moi. Donc voilà, présente-toi. Bonjour. Alors du coup, moi c'est Elio, je suis actuellement en 5e année de cinéma et je m'éclate et je suis très content d'être ici pour parler de choses qui me font très plaisir. On est là pour une nouvelle vidéo que j'avais eu l'idée de faire où c'est on prend un artiste du cinéma, donc un réalisateur ou un acteur ou quoi, et avec quelqu'un qui en est très fan, on en papote de sa filmographie. On papote de sa filmographie. Et du coup, pour cette fois-ci, on va parler, attention, roulement de tambour, de Luca Guadagnino. Parce que je suis accompagnée du fou de Luca Guadagnino. Oui. C'est lui-même. Donc je pense qu'on va y aller chronologiquement, on va juste papoter de ces films qu'on a vus, sachant qu'on n'a pas tout vu non plus, quoi. On est des fous, mais raisonnés. On a commencé à Call Me By Your Name, je pense que c'est le premier. Alors, c'est quand la première fois que tu l'as vu ? La première fois que je l'ai vu, c'était au cinéma, quand il est sorti en 2017, si je dis pas de bêtises. J'avais 15 ans. Donc un peu jeune. Mais c'était super, j'étais allé avec des potes et ma mère. La pêche. Voilà, en fait je pense que le truc qui m'a le plus marqué quand je l'ai vu la première fois, c'est vraiment les images, les décors, et je pense que j'ai pas tout compris quand je l'ai vu à 15 ans. Je voyais pas vraiment le problème aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi montrées exprès pour montrer qu'elles sont étranges. Mais en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment les images et la cinématographie m'avaient vachement marqué, surtout moi je suis vraiment le fou du cinéma, le fou des images, donc j'avais vraiment beaucoup aimé. Et après je l'ai revu plusieurs fois par la suite, et j'ai l'impression que plus je le revois chaque année, plus je me rends compte en fait de la gravité de la situation, de ce qui est montré. Qu'en penses-tu ? Je suis assez d'accord, moi je l'ai vu assez tard, j'étais au lycée, mais genre en première, donc peut-être en 2018-2019, enfin c'est pas si tard en fait. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, ce qui m'a marqué c'est effectivement les décors et la beauté du truc, et juste Timothée Chalamet, parce que c'était l'époque où c'était juste l'amour de ma vie genre, donc j'étais très obsessed, et c'est vrai qu'à l'époque j'étais là juste en mode, c'est juste hyper triste comme histoire d'amour, alors qu'en fait c'est pas vraiment une histoire d'amour ordinaire. Donc c'est vrai que maintenant, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas une relation qui est saine du tout, et que le pauvre petit Elio, pas toi, hein, le copieur, qui avait, je sais pas quel âge il est censé avoir, 16 ans dans l'histoire, un truc comme ça. 17, je crois, 16-17. Ouais, voilà, et qui se fait juste groom par un grand monsieur, un grand dadé. Mais je trouve que du coup, vu que c'est un homosexuel qui l'a fait aussi, c'est pas du tout dans l'idée de rendre la relation sexy, et en mode oh my god, regardez, c'est trop sexy, genre. C'est vraiment pour dire, malheureusement c'est une réalité qui touche beaucoup les jeunes homosexuels, ça commence souvent jeune et avec souvent des adultes, parce que eux sont beaucoup plus à l'aise et se disent c'est beaucoup plus facile avec des jeunes, quoi. Après c'est le problème des hommes qui veulent juste groom des mineurs, mais dans le sens où c'est une réalité beaucoup pour les jeunes homosexuels. Je ne suis pas jeune homosexuelle, je ne peux pas en parler correctement. Et je sais que du coup t'avais dit qu'il y avait une copine à toi qui voulait pas le voir, parce que justement c'est pas une belle histoire, mais en même temps je trouve que c'est important de voir des films qui montrent des histoires mauvaises pour justement qu'on puisse le voir, parce que si on commence à plus les montrer, comment on va savoir que c'est des histoires mauvaises en fait ? Et en fait la raison pour laquelle elle voulait pas le voir, c'est parce que déjà il y a eu évidemment des problèmes avec l'acteur principal. Cannibalisme. Voilà, super. Voilà. On en parlera par la suite de cette vidéo. Et c'est aussi vraiment parce que vraiment la différence d'âge la dérange énormément et elle veut pas du coup en fait le voir. Et j'ai quand même essayé de lui dire donne une chance à ce film pour le voir, pas pour l'histoire. Mais c'est vrai que c'est hyper important parce que ce qui est très beau je pense dans le cinéma de Luca finalement, c'est qu'il arrive très bien à montrer le lait et il a une façon très particulière de le représenter dans tous ses films. Il y a vraiment en fait il montre le lait, il montre les choses qu'on ne veut pas voir. Et moi c'est un truc que je trouve très admirable. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que en fait il y a des histoires qui doivent être montrées et en plus c'est très bien fait. Et en fait ce qui est assez beau aussi, enfin beau, on s'entend, c'est que ça se voit très bien que c'est par le regard d'Elio tout le film, et que du coup en fait justement si on a l'impression que c'est romantisé, c'est parce que c'est Elio qui le voit comme ça. Et après on se rend compte nous avec le recul plus tard, et moi justement quand je l'ai vu plus âgé, c'est ce truc de en fait c'est pas beau, mais en fait lui il le voit comme ça parce qu'il est jeune, parce qu'il se dit c'est l'été, en fait il découvre des choses aussi parce que du coup c'est la découverte de son homosexualité aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une image qui t'a marqué en particulier dans le film par exemple, ou un plan où tu t'es vraiment dit purée, c'est donc ça le cinéma? Moi j'aime beaucoup la scène où ils sont à Cremona en Italie, c'est le moment où il lui dit I thought you should know. Et en fait j'aime trop parce qu'il est vraiment en fait dans le fond lui, et Elio il est vraiment
vers la caméra. Et en fait, ce que j'ai trop aimé, c'est que en fait, on se voit à ce moment-là qu'il veut mettre une distance avec lui, mais qu'il veut lui dire des choses. Enfin, c'est surtout un sujet de les non-dits dans la communauté LGBT et le fait de pas réussir à le dire parce que c'est pas ok, surtout à cette époque-là, du coup, parce que ça se passe pas du tout à notre époque. J'ai beaucoup aimé dans le plan la façon dont ils sont positionnés et j'aime trop cette scène. En fait, moi, je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu pour la première fois il y a 7 ans maintenant. Waouh, purée. Tout est pas hyper dans ma tête, mais je pense que assez classiquement, la scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène de fin en fait, où c'est juste Elio qui chiale devant la caméra pendant 20 minutes avec tout le générique. C'est horrible, on a l'impression que comme lui, sa tristesse ne va jamais s'arrêter, que c'est le plus gros chagrin du monde, alors que tu as 16 ans, il va t'arriver bien pire. Vu que la scène est hyper longue et c'est juste purement la tristesse d'Elio, ça marque de fou. Surtout que Timothée Chalamet, il fait hyper jeune, du coup tu t'identifies vachement quand tu es plus jeune, parce que je devais avoir 16 ans aussi quand je l'ai vu, donc je suis en mode oh my god, c'est horrible. Donc c'est une belle scène de fin, ça conclut bien le film, mais c'est vrai que le film est juste trop beau. Enfin voilà quoi. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as mis d'étoiles sur Letterboxd ? Alors je l'ai revu récemment là en 2025. Avant je crois que j'avais mis 4,5 et quand je l'ai revu j'ai mis 5. Ah oui. Ouais, je note très facilement 5 sur 5. Mais je pense que objectivement je mettrais 4,5. Ok. Moi je vérifie parce que j'en ai aucune idée. J'ai mis 4 étoiles. Parce que c'est un très bon film et c'est le premier de Luca Guadagnino que j'ai vu, mais je pense qu'il y a mieux après. Et il y a aussi pire après. Donc je pense que c'est une super introduction pour tomber dans ce monde-là. C'est un peu ma base de Luca Guadagnino et je dis si c'est moins bien ou meilleur. Donc une bonne moyenne de 4 étoiles, 2,5. Voilà. Lisons les mathématiques, vraiment, c'est super. Waouh, j'ai failli m'étouffer en disant c'est super. Moi, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que dans ce film, la musique est absolument incroyable. Sufjan Stevens. Et vraiment, ça m'a vachement marqué parce que c'est aussi, je pense, comme beaucoup de gens qui ont découvert cet artiste avec ce film. Et moi, j'ai beaucoup aimé et je trouve que ça va parfaitement bien avec le film. Puis même toute la bande-son quand il danse, etc., c'est assez marquant. C'est un réalisateur qui a de très bons goûts musicaux et qui met vraiment de très bonne musique dans ses films. Totalement objectif, évidemment. Bah, je pense qu'on a fini avec Call Me By Your Name. Le film d'après, c'est Bones and All, c'est ce que j'allais dire. Personnellement, Bones and All, je l'ai vu vraiment la semaine dernière. Donc c'est assez frais dans mon esprit. Je me suis régalée. Parce que c'est toujours facile de voir un film de Luca Guadagnino, je trouve, parce que c'est très joli déjà du numéro 1. Et ensuite, l'histoire, elle t'attrape quand même un petit peu, quoi. C'est pas juste des beaux films et c'est juste hyper lent et plan-plan et nul. C'est quand même des beaux films où c'est sympa de voir le film. Putain, je dis des choses là. Alors moi, je l'ai vu, écoute, assez récemment aussi, je l'ai vu l'année dernière. Alors qu'il est sorti en 2022, je l'ai vu en 2024 parce que je l'avais pas vu et tout le monde m'en parlait, surtout les très grands fans de Luca qui me disaient regarde-le. Et j'ai vachement aimé et encore une fois là je pense qu'on est au paroxysme de la représentation du lait pour le coup. Et ce que j'ai adoré c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la métaphore du cannibalisme pour l'amour. C'est un truc qui est vachement repris dans l'histoire de l'art. Et lui il l'a fait de façon très très belle. J'ai vachement aimé et moi c'est surtout vraiment les couleurs aussi, c'est un truc très particulier. Je trouve ça c'est une ambiance, il nous a plongé dans un truc assez fou, mais c'est vrai qu'il est assez dur à regarder pendant certaines scènes j'ai trouvé. Et les acteurs sont fous, encore une fois le fou qui est de retour. Non mais elle vraiment elle est incroyable aussi et j'étais là mais bravo. Enfin là, c'est presque limite du vampirisme parce qu'ils sont nés comme ça et c'est pas juste oh bah tiens j'ai envie de manger des humains, ils en ont besoin et c'est un truc qui est très repris, le vampirisme, pour manifester l'amour. Mais là je trouvais que, enfin je sais pas si c'est moi qui l'ai ressenti comme ça, mais c'était vraiment une métaphore de l'homosexualité quoi. Et d'habitude c'est pas vraiment de l'homosexualité, c'est plutôt des hétérosexuels qui sont vampirisés en quelque sorte. Du coup là c'était une belle façon de le montrer, mais du coup enfin, moi je l'ai compris direct que c'était une métaphore de l'homosexualité, et logique parce que Luca Guadagnino est homosexuel. Bravo à lui. Du coup, je trouvais ça étrange que tu peux pas avoir le virus du vampirisme, là, du cannibalisme, si aucun de tes parents ne l'a. Alors que dans la vie de tous les jours, les homosexuels n'ont pas forcément des parents homosexuels. Du coup, je sais pas si c'est pour dire que si, en fait, tout le monde est homosexuel. Bravo Lucas. Voilà. Comme tous les bons films sont gays, toutes les bonnes personnes sont gays. Après, effectivement, donc Timothée Chalamet est de retour. Et pour le coup, je l'ai trouvé... Enfin, il est pas mauvais parce qu'il est toujours bon, mais je l'ai trouvé moins en mode purée c'est lui que quand il jouait Elio, où là c'était vraiment... Oh my god, c'est carrément lui, quoi. Du coup, là, j'étais un peu en mode... Ça aurait pu être un autre acteur, ça m'aurait pas choqué. C'est vrai. Par contre, Taylor Russell est vraiment super forte. C'est la première fois que je voyais un film avec Taylor Russell. Et elle est hyper forte et très très jolie. Moi, j'ai pas trouvé que c'était les scènes de cannibalisme qui étaient difficiles à regarder.
parce que c'est comme tu dis, c'était assez joli. C'était une sorte de rituel comment ils mangeaient les gens et tout, donc je trouvais ça assez intéressant. Le plus dur finalement, c'était encore une fois quand Sully, donc le mec bizarre, soit il la suit, soit il la retrouve chez elle. C'est ces scènes-là que j'ai trouvé très étranges. Oui, voilà, je suis bien d'accord. Mais finalement, le cannibalisme, voilà, c'était assez joli, donc je suis d'accord sur ce que tu dis sur la représentation du lait. Moi, je pense que la scène, justement, que j'ai trouvée un peu compliquée, c'est parce que c'est vraiment au début, quand on commence à voir les premières scènes de cannibalisme, et c'est justement avec lui qui me terrifie, qui est absolument terrifiant au début, mais j'ai trouvé que justement la scène de fin, qui est la scène où on voit normalement le plus de choses, parce que c'est la scène finale et qu'elle est assez impressionnante, moi j'ai trouvé qu'elle était magnifique. Je l'ai trouvée super belle, et j'étais vraiment en larmes, en train de pleurer sur mon canapé, c'était vraiment super. En fait, ce truc-là de s'offrir totalement à l'autre, jusqu'au point de le laisser manger notre corps, c'est une métaphore qui est assez folle. En fait, c'est incroyable. Je n'ai pas les mots pour décrire cette scène. Je m'étais fait spoil que à la fin, Maren mangeait Lee. Mais du coup, j'étais en mode comment ça va arriver, parce que forcément, c'est pas juste un jour elle se réveille et elle va décider de bouffer le mec avec qui elle sort, quoi. Enfin, j'espère. Par contre, pour le coup, je pensais que c'était vraiment un film sur le cannibalisme où petit à petit on va leur apprendre à manger des humains et pas du tout sur le vampirisme. Du coup, moi je regarde mon petit film comme ça, puis vraiment, scène 3, elle croque le doigt de sa copine. J'étais en mode. Ah, c'est comme ça. Ah, donc Ok. Donc en fait, ça m'a quand même pris par surprise, même si je savais qu'ils allaient se manger entre eux. Ça m'a quand même pris par surprise. Et cette scène était assez marrante parce que c'est hyper cosy au début. Elle est entre avec ses copines, tout le monde est safe, tout le monde rigole. Et d'un coup, crunch. Ça m'a mis dans le bain, quoi. Même question, est-ce que du coup, t'as une scène qui t'a marqué particulièrement? Tu l'as dit, c'est celle de la fin? Je pense que celle de la fin, c'est celle qui m'a le plus marqué, mais j'aime beaucoup le moment où ils sont dans les bois aussi avec la voiture. Juste l'ambiance de cette scène, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, mais là où il y a deux mecs qui les rejoignent. Oui, et j'aimais juste trop la cinématographie de cette scène-là. J'ai trop aimé l'ambiance et je trouve que c'était assez représentatif du reste. Et sinon, je pense qu'en fait, ma scène préférée, c'est quand ils sont chez lui pour la première fois, je crois, et qu'il y a du kiss qui se lance dans le fond. J'ai beaucoup aimé cette scène. Alors, c'est pas chez lui, c'est quand ils vont squatter chez le mec chez qui qu'ils ont mangé. Effectivement. Vraiment pas du tout chez lui du coup. Mais il se sent chez lui, remarque, donc ça peut fonctionner. Je me suis dit, c'est vrai qu'en fait dans ma tête là c'était juste il va prendre une douche, je crois, il y a un truc comme ça. Et oui, mais en fait c'est pas du tout chez lui. Le mec est trop à l'aise, vraiment. Et toi du coup, est-ce que tu as une scène préférée? Est-ce que j'ai une scène préférée? En fait j'ai beaucoup aimé la première scène où on se rend compte qu'elle est cannibale, et ensuite j'aimais bien le fait qu'on apprenne son histoire avec la cassette que le daron lui a laissée. Parce que du coup, au moment où lui il raconte tu as mangé la babysitter à 3 ans, et elle venait de manger un autre mec, du coup ça résonnait entre son passé et son présent, et du coup le fait que le daron qui a l'air terrifié de son enfant nous le raconte, je suis en mode c'est ça, j'ai beaucoup aimé tout le long, et surtout que dès qu'elle écoute la cassette, elle en a marre très vite et elle est toujours en mode oula, allez, j'ai pas envie d'écouter ça. Et du coup, à chaque fois, souvent, elle va se réfugier avec lui d'ailleurs, au point d'écouter la cassette avec lui, parce qu'elle trouve ça plus facile de l'écouter avec lui. Non, il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé dans sa cinématographie, c'est la façon dont c'est filmé en plan fixe. Il y a certaines scènes qui sont filmées en plan fixe de cannibalisme. Je sais pas si tu te rappelles, je me rappelle plus exactement de tout, mais je me rappelle qu'il y a certains moments, tu regardes la scène, tu le vois se passer, et j'étais là, waouh, c'est très fort. Il est très fort. Ce que j'aime bien dans son cinéma à lui, c'est qu'il alterne vraiment les plans où c'est vraiment mouvement, il y a de l'action, et d'un coup des plans hyper fixes, et il y a un truc horrible qui se passe. J'adore. Bravo Lucas. C'est super. Est-ce que tu peux nous dire la note que tu as mise sur Letterboxd à Bones & All? Je crois que j'ai mis 4. J'ai beaucoup aimé. Moi, je viens de voir que j'ai aussi mis 4 étoiles. Mais du coup, si je réfléchis à ce que je disais tout à l'heure sur Call Me By Your Name, c'est un peu ma base, peut-être que je mettrais que 3 étoiles et demie, parce que j'ai moins aimé que Call Me By Your Name. En fait, ça m'a moins marqué, mais j'ai quand même passé un bon moment. Call Me By Your Name, c'est vraiment lucaguadagnino.com, que Bones & All, c'est un peu moins Luca, je trouve. C'est un peu moins son identité à lui. Du coup, je suis en mode, c'est un bon film, mais je sais pas si... c'est pas son meilleur à lui, en tout cas. C'est pas celui où ça crache, ça suinte Luca Guadagnino. Je suis d'accord. Oh my God, est-ce que celui d'après, ce serait pas Challengers? Alors là, quel film, mes amis? Quel film? Nous faisons partie des gens qui adorent Challengers. Voilà, je tiens à vous le dire. Il n'y a pas non, mais c'est pas si bien, blablabla, c'était super. De A à Z. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu une pub géante parce qu'il y a énormément de placements de produits et que, en fait, en gros, la cinématographie, ils disent que c'est très comme dans les pubs. Et est-ce que ce serait pas un peu fait exprès? Par exemple. Moi, je suis du coup vraiment dans les personnes qui ont adoré Challengers. C'est à un point où quand je l'ai vu au cinéma, j'avais rarement ressenti une adrénaline pareille. Pour ceux qui regardent un petit peu le tennis, l'adrénaline qu'on ressent quand on regarde ce match, c'est vraiment l'entièreté de ce film. Et en plus, j'ai vraiment pensé à toi quand je l'ai vu parce que je me suis dit, elle va adorer. Donc je suis très content qu'on puisse en parler aujourd'hui. Sur ce que tu dis sur les placements de produits, en fait, je pense que vu que c'est vraiment dans le monde du tennis, où le tennis c'est un sport où il y a énormément de placements de produits,
c'est logique qu'il y ait beaucoup de trucs. Et honnêtement, ça m'a vraiment pas dérangé, moi. Enfin, je suis d'accord avec toi, il y avait tellement d'adrénaline et tout le long, j'étais accrochée comme ça à mon siège. Je crois que c'est le film où je me suis le moins ennuyée de toute ma vie. Et vraiment, dans la salle de cinéma, je l'avais vu avec une copine et pareil, on était tous les deux en mode c'était trop génial. En plus, bon, on y allait parce qu'il y avait Zendaya. On va pas passer par 4 chemins. C'est Zendaya. Et en fait, j'ai découvert tellement plus. Je sais que mon frère, il a pas mal critiqué le fait qu'il y ait plusieurs timelines en même temps et qu'il avait du mal à les différencier. Mais sauf que, enfin, il y avait littéralement écrit il y a 3 ans, 4 ans après. J'étais en mode bon, ouvre tes yeux. Moi, je pense que j'ai préféré dans le film, c'est la musique. Parce que c'est le mec de Nine Inch Nails qui le fait, donc Trent Reznor et Yves, je sais pas quoi là. J'ai pas le nom complet. Et c'était dinguerie en fait. Ça accompagnait tellement bien les scènes dans lesquelles c'était. Vraiment au premier degré, l'album du film, je l'écoute tous les jours. Je l'ai fait écouter à mon père, à mon frère, tout le monde l'adore. Enfin, énorme banger quoi. Donc énormément bravo. J'ai appris qu'ils étaient aussi potentiellement sur le prochain projet de Tron, tu sais, voilà, incroyable. Et vraiment la musique, c'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué vraiment dans ce film. Il y a un truc moi que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est aussi le fait qu'il y a une métaphore justement du tennis tout le long, dans le fait que Zendaya représente le filet dans le match en fait. Parce que du coup, elle est vraiment au milieu des deux. Et les deux se lancent la balle et ils essayent de gagner ce match. Ouais, c'est incroyable. Et pour ceux qui se demandent est-ce que c'est du bon tennis qu'on regarde, sachez que ça ne part pas de tennis, ce film. Soyons clairs, c'est pas le but. Moi au départ quand j'ai vu que c'était un film sur le tennis, j'étais en mode oh mais qu'est-ce que je m'en fous du tennis, no offense hein. Mais je m'en fous un peu, ça va trop me saouler je pense. Mais en fait pas du tout. Comment ils construisent la relation entre les 3 personnages, c'est hyper intéressant, notamment cette métaphore du tennis et tout. Et le fait que Zendaya, tout ce qu'elle recherche c'est de... Pardon, Tachi. Tout ce qu'elle recherche, c'est de voir du bon tennis et que on voit que 2 moments où elle est en mode c'est super et c'est quand elle joue contre la meuf au milieu du film et à la toute fin quand enfin les deux se battent correctement et que finalement c'est là qu'il y a une osmose entre les 3 personnages pour la première fois depuis. Et c'est vraiment le climax du film et ça s'arrête là et tu te dis ben en même temps on peut pas faire mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode le vrai méchant du film c'est Hart. Je crois que je l'aime trop et du coup j'arrive pas à le voir méchant. Donc j'en doute pas mais je sais pas si toi tu en sais plus, ce que t'en penses. J'ai revu ce film plusieurs fois et en fait au tout début, en fait j'ai même pas essayé de savoir qui était le mauvais de l'histoire parce que je me suis dit en fait tous les 3 ils sont un peu genre voilà. Mais c'est vrai que quand tu le revois, Hart, c'est lui qui commence on va dire les hostilités. Il se dit hop là. Tu vois, il essaye un peu de se faufiler. Au début, c'est assez, on va dire, à la loyale. Tu vois, c'est comme si c'est un match assez fair play au début, parce que c'est juste Patrick qui gagne, tu sais, le match pour avoir Tachi. Donc en fait, au début, c'est lui qui gagne, donc il se dit, oh, tout va bien. Et c'est lui qui commence un petit peu à se dire, je suis pas sûr qu'il soit vraiment amoureux de toi. Tu sais, il vient la voir et tout. Donc c'est lui qui commence un petit peu les hostilités. Mais après, en fait, tous les 3, ils sont dans ce truc-là de vouloir gagner. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment, elle est tout le temps, Tachi, au milieu des plans. Elle est au milieu, c'est-à-dire que quand elle regarde le match, elle est vraiment au milieu, au niveau du filet. Quand elle est sur le lit, elle est au milieu. Et c'est un peu celle qui, au final, les relie tous les deux. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très très fort. Elle est très très belle dans ce film aussi. C'est ça. Bravo à elle. Parce que c'est ça, au début du film, du coup, ils sont très amis tous les deux parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et juste ils sont en mode la meuf est trop belle. Je comprends. Je leur en veux pas du tout. Mais dès qu'elle arrive, effectivement, elle se met au milieu d'eux, du coup, elle les scinde en 2. Et au bout d'un moment, tu te dis, purée, on dirait qu'ils ont plus de relation entre eux s'il y a pas Tachi au milieu. Et c'est hyper triste parce que c'est eux les amis à la base. Et du coup, à la toute fin, quand enfin ils se retrouvent et que c'est là où ils brisent la barrière au-dessus de Tachi et qu'ils se font un câlin, du coup, au-dessus du filet. Enfin, ils se retrouvent et tu te dis, ah, peut-être qu'ils peuvent... Bon, c'est quand même compliqué parce que sacrée relation. Mais tu te dis, est-ce qu'ils vont réussir à overcome, à passer au-dessus de toute cette histoire avec Tachi pour se retrouver entre eux comme c'était au début? Ça laisse une lueur d'espoir, je pense pas. Mais ça laisse une lueur d'espoir. Est-ce que tu as une scène du coup qui t'a marqué dans Challengers? J'en ai beaucoup, mais je pense que... Le film. Voilà, le film m'a marqué, mais je pense qu'on ne peut pas partir sans parler de la scène à la fin dans le match avec la raquette et la balle. Sachez que quand j'étais au cinéma et que j'ai vu cette scène, j'étais comme ça. Oh là là. Je me suis relevé dans mon siège, j'ai fait waouh. Et moi, il y a un truc qui m'avait marqué aussi dans le visionnage au cinéma, c'est que les gens ont vraiment applaudi à la fin. Au moment où il y a le générique qui démarre, tout le monde s'est levé en mode applaudi. J'étais là, ça c'est du cinéma. Bravo Lucas. D'habitude, quand je regarde un film, j'essaye toujours d'imaginer la fin parce que j'aime trop deviner et essayer de savoir où l'esprit du scénariste ou du scénario est allé. Et là, c'est un peu un seul film où il y avait tellement de choses qui se passaient à la seconde où j'étais vraiment dans l'instant présent et je réfléchissais pas du tout à la suite. Du coup, quand la scène arrive où à la fin, la raquette, le geste sur la raquette, je m'y attendais même plus, quoi. J'étais tellement ailleurs, je m'attendais pas. Du coup, ça m'a vraiment eu la surprise de base où j'ai fait...
Vraiment, j'ai gasp à haute voix dans le cinéma et après tout le long de la fin, j'étais en mode oh my god. Il m'a eu mais si facilement alors que c'était prévisible en soi. Exceptionnel. Et du coup, est-ce que tu as une scène préférée ? Je pense que c'est juste les scènes où ils sont jeunes et quand il y a Art et Patrick qui sont juste amoureux, genre. Enfin, pitié, faites un effort. La scène du churros. La scène du churros, la scène du chewing-gum où ils se crachent dans la main. Enfin, juste embrassez-vous, ça ira bien plus vite l'équipe. Enfin, plus Art est juste trop beau. Avec ses cheveux blonds là. J'ai un crush. Moi j'aime beaucoup Patrick. Là voilà, serre-moi la patte. Et il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est que aussi en termes de cinématographie, Luca Guadagnino il s'est un peu surpassé avec ce film parce qu'il y a des scènes vraiment où la caméra c'est la balle de tennis. Et même les scènes sous le terrain, enfin c'est incroyable quoi, bravo. La scène de fin c'est tellement intense, même il est là en mode bah allez, vous êtes spectateurs, venez avec nous. Donc il nous fait devenir la balle de tennis, il nous amène au-dessus du terrain, en dessous du terrain, on fait partie du jeu avec eux maintenant quoi. Donc oui, clairement oui. Très très fort et en plus ils ont fait beaucoup d'effets spéciaux, du coup parce que la balle de tennis, enfin c'était pas une vraie caméra avec laquelle ils jouaient au tennis quoi. Le budget n'est pas là je pense. Et en fait ça marche super bien et du coup ça fait que déjà la scène est intense, mais du coup en plus quand tu deviens la balle de tennis tu te dis oulala. Ah oui d'accord, quel bordel. Mais ça marche super bien. Et du coup la dernière chose que je voulais dire personnellement c'est tu parlais au début du fait que ton frère s'était un peu perdu dans les timelines et moi je trouve que justement en fait, alors peut-être dans les premières scènes on se dit ok là c'est ça et tout, mais en fait à partir du moment où t'as compris c'est hyper simple de se repérer quand même je trouve. Je sais que moi justement les timelines moi ça m'a justement stimulé plus que perdu, tu vois, j'étais vraiment en mode waouh ok, et j'ai trouvé que la façon dont ça avait été construit était assez dingue, donc j'imagine même pas le découpage technique qu'ils ont dû faire, j'étais là mais waouh ok, et du coup c'est incroyable, donc voilà je dis bravo à toute l'équipe. Est-ce que tu peux me dire combien tu as mis sur Letterboxd à Challengers ? À votre avis ? J'ai mis 2,5. Non, c'est faux, j'ai mis 5 sur 5, voilà, encore une fois. Je l'ai vu 2 fois dans la même semaine parce que je l'ai vu, après j'ai dit à mon frère regarde-le, donc je suis allée le voir avec lui et c'est là où il était en mode bref, je crois que la première fois que j'ai vu, j'ai mis 5 étoiles parce que j'étais tellement sur le cul littéralement, genre j'étais en mode vous vous rendez pas compte de ce que je viens de vivre, et je crois que la deuxième fois que je l'ai vu j'ai peut-être fait 4,5 parce que je trouve ça dur de trouver un film parfait, mais après j'ai pas trouvé meilleur film en 2024. D'ailleurs, putain de scandale qu'il n'ait été nommé nulle part, parce que t'as pas aimé le film, d'accord, mais tu dois reconnaître que c'est une prouesse de montage avec la musique incroyable, elle méritait un Oscar. Montage incroyable, méritait un Oscar. Les plans du tennis, la scène de tennis, méritait un Oscar. Donc ça c'était un putain de scandale. Du coup je pense que c'est mon film préféré de l'année 2024 et que donc rien que pour ça il mériterait 5 étoiles. Moi aussi ça a été mon film préféré de 2024. Et aussi dernière chose, quand je mets 5 étoiles ça veut pas dire que le film est parfait, c'est parce que moi personnellement j'ai beaucoup de critères dans ma tête et quand tout est rempli et je suis en mode waouh, je mets 5 étoiles, donc bravo Challengers. Moi j'ai pas encore trop réussi à trouver une charte pour noter 5 étoiles ou 4 étoiles ou 3 étoiles, donc je fais vraiment au feeling. Je retourne souvent sur les notes que j'ai déjà fait parce que finalement dès que je sors du film je suis en mode c'est parfait et après je suis en mode en fait il y a plein de problèmes. Donc je reviens souvent sur mes notes, mais celui-là il mérite, on n'est pas objectif mais... Vraiment pas du tout. Et du coup le dernier film de Luca Guadagnino qui est sorti, c'est Queer. Dis-nous tout. C'est le dernier film qui est sorti en salle et actuellement à la Mostra à Venise, il y a le nouveau film de Luca Guadagnino qui est sorti qui s'appelle After the Hunt, si je dis pas n'importe quoi. After the Hunt. Okay. Après la chasse. Je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr, mais du coup il a été présenté, j'ai très hâte de voir ça. Voilà, je suis très intrigué. Mais du coup, oui, Queer, c'est le dernier qui est sorti que j'ai vu au cinéma. Je l'ai vu personnellement en avant-première à Bruxelles. C'était très très cool. Il n'y avait pas du tout le cast, mais c'était vraiment super. J'aurais pleuré, je pense. Ah, vraiment, moi aussi. Déjà, le cast, si on en parle. If I speak. Et moi, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé parce que je sais que moi, le côté surréaliste du film et les plans et les couleurs, c'est un truc qui me touche énormément dans les films et mon cerveau très abstrait a adoré ce film. Même si après, bon, il y a des choses à dire, mais j'ai beaucoup aimé Queer. Je l'ai vu avec mon ciné-club à Paris, donc les BFF du ciné, et en sortant de la salle, j'ai jamais vu une salle aussi perdue et en mode mais qu'est-ce qu'on vient de voir, ça n'a aucun sens. Je garde le cœur ouvert parce que c'est Luca Guadagnino. Après en parlant avec les autres, j'étais en mode c'est vrai que j'ai rien compris à toute la fin. Mais bon bref, on va rester sur ce que tu as dit sur l'abstrait pour l'instant. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'il y avait beaucoup de plans qui me faisaient penser à Magritte, où c'est du surréaliste et où ça sort un peu de nulle part et tu te dis ça n'a aucun sens. Après le mec est un peu défoncé donc je lui en veux pas. Vraiment ça c'est des plans que j'ai trouvé hyper intéressants et c'est la première fois que je voyais ça dans un film au cinéma, donc j'ai pas vu tous les films du monde mais c'est la première fois que je voyais ça, en tout cas dans un film plutôt mainstream. Donc je trouvais ça très très intéressant.
Le cast, pitié. Drew Starkey, je suis amoureuse de lui depuis Outer Banks saison 1. Et Daniel Craig, j'étais contente qu'un mec qui a joué James Bond, donc vraiment l'homme, se dise en mode « Ah ok, je veux bien jouer un mec homosexuel un peu loser, perdu. » Enfin, j'étais en mode « Ah, c'est cool. » Et il était très convaincant. J'avais peur que ce soit un peu gênant, très convaincant, bravo à lui. J'avais l'impression qu'il y avait 2 films dans un film. Toute la première partie où ils sont dans la ville, c'est à Mexico ? Oui, il me semble. Je crois que c'est à Mexico City. Et ça, c'est assez marrant parce que du coup, il y a vraiment tout ce jeu avec la relation entre les deux et on sait pas trop les intentions du personnage de Drew Starkey et l'autre est juste fou amoureux de lui. Et après, il y a toute la deuxième partie où ils partent en voyage pour aller dans la forêt et là, tu te dis, ça n'a plus aucun sens. Il y a comme un deuxième film et toute la deuxième partie n'a aucun sens. Ça devient lent. On se perd dans la forêt avec eux, quoi. Et je trouvais que ça, c'était un peu bête. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des longueurs pour le coup. Je sais qu'en sortant, j'avais mis genre on en parlera après de la notation, mais en gros, j'avais vraiment mis une note très haute. Puis après, en reparlant après avec des autres qu'il avait vu après, c'est vrai qu'il y a des longueurs. Il y a des moments où on est un peu en mode genre ok, où est-ce qu'il veut nous amener ? Le message qu'il a voulu faire passer dans ce film, c'est ce truc de les personnes homosexuelles n'arrivent tellement pas à se déclarer leurs sentiments parce que c'est pas du tout accepté dans la société qu'ils en sont à un point, ils vont aller dans une autre dimension pour pouvoir se le dire. Et en fait, quand j'ai vu la scène où les corps se mélangent et qui est d'accord hyper bien réalisée, enfin les effets spéciaux sont dingues, j'étais là, ok, en fait, je viens de comprendre toute la scène. Et en fait, c'est vraiment ce truc de il arrive pas à lui dire qu'il l'aime parce qu'en fait c'est une espèce de situationship où ils se disent pas vraiment qu'ils s'aiment mais ils se voient beaucoup. En fait les corps se mélangent, les corps se rencontrent mais pas les esprits et c'est à ce moment-là qu'en fait leurs esprits se rencontrent et c'est là qu'en fait on comprend en voix off en fait ce qui se passe. Ils se disent des choses et il lui dit voilà j'ai peur d'être queer en fait, c'est le message du film et ils sont obligés de prendre des substances pour pouvoir le dire à l'autre parce que c'est trop dur dans une société comme la nôtre. Mais voilà, en fait c'est comme ça que j'ai vu cette scène là et je me suis dit waouh. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'avais autant noté aussi haut en sortant parce que j'étais là ok, en fait j'ai tout compris avec cette scène, mais il faut pas enlever le fait qu'il y a des longueurs en plein milieu du film. La scène où les corps se mélangent et où tout devient très étrange, en fait t'as l'impression d'être défoncé avec eux, du coup à la limite c'est un peu rigolo, mais quand même tu te dis mais il fallait vraiment faire tout ça, genre, je trouve ça assez dingue, mais surtout que c'est tiré d'un livre queer, et je me dis comment dans le livre cette scène-là est décrite, parce que c'est quand même, je sais pas si Luca était défoncé quand il a lu le livre et s'est dit c'est comme ça qu'il faut le faire, ou si c'est décrit très en mode les corps se mélangent, ils sont défoncés et ils se disent les choses dans la tête quoi, mais du coup ça m'intrigue pas mal. Après, je sais pas si tu parlais du personnage de Drew Starkey en disant il a peur d'être homosexuel, mais moi je pensais vraiment qu'il voulait pas vraiment être... Enfin, il est pas amoureux de lui, quoi. Il est pas amoureux des hommes, il aime les femmes, mais il est là en mode de l'expérience. Ouais. Et il est pas contre à l'idée, mais je pense que c'est pas viscéral pour lui, c'est pas sûr pour lui, en mode c'est sûr j'aime les hommes. Mais c'est vrai qu'en fait quand tu me le dis, je viens de me rappeler de la scène et c'est vrai qu'en fait il dit la fameuse phrase I'm not queer, I'm disembodied. En fait c'est vrai que du coup en fait c'est plus l'expérience du corps que lui il voulait potentiellement vivre. L'autre est vraiment amoureux de lui et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que il est plus réticent que l'autre à y aller. C'est vraiment Daniel Craig qui l'emmène là-bas. Je crois qu'il y a un truc comme ça, parce que justement lui il veut lui parler, il veut savoir ce qu'il y a dans sa tête. C'est vrai que c'est peut-être pas la peur de l'aimer, c'est la peur de vraiment juste être perçu aussi peut-être queer. C'est vrai que c'est intéressant de savoir comment dans le livre c'est décrit. Effectivement après je sais pas si j'aurai le temps un jour de m'y pencher. Et il y a un truc que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que la première partie du film, encore une fois de très bonne musique, du Nirvana. J'ai adoré le début parce que justement les couleurs en plus et dans la ville tout était beau et en plus il y a des maquettes aussi qui sont filmées de la ville, c'est magnifique. Mais c'est vrai que j'ai quand même vachement préféré le début du film et en fait la suite, le fait que j'ai tout compris avec la scène, ça fait que du coup j'ai beaucoup aimé, mais ça n'enlève pas le fait que j'étais quand même très perdu au milieu. Je sentais qu'on perdait le public aussi, enfin je sais pas si autour de toi c'était pareil, mais nous dans le cinéma en fait le moment où il commence à partir et tout, il y a tout le monde qui était un petit peu là qui se perdait. Je pense pas non plus que ce soit mon film préféré de Luca Guadagnino, mais j'ai trouvé beaucoup d'éléments très intéressants et surtout, ah oui, je viens de me rappeler de incroyable. Ce que j'ai adoré, c'est le moment où il y a les maquettes et que lui, il est à l'intérieur de la maquette et que l'autre voit à travers. Je sais pas si tu vois. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Voilà, je suis un peu fou. Le fou des maquettes. Est-ce que tu as une scène préférée, du coup ? Je pense que c'est la scène où les corps se mélangent. J'ai adoré. Et j'ai adoré la scène avec Nirvana. Moi, je sais plus trop parce que c'est assez étrange. Mais j'aime bien les premières scènes où il commence à se dragouiller, mais où déjà tu sens que c'est pas une relation égale. Après, il y a aucune scène qui m'a vraiment marqué, à part effectivement là où les corps se mélangent, parce que tu t'y attends pas en fait du tout, et d'un coup tu vois ça, t'es en mode what the fuck. Toute la première partie en fait c'était presque un court-métrage qui aurait pu fonctionner. La première partie fait très Call Me By Your Name par exemple, c'est vraiment juste ça mais avec des gens plus vieux, et encore il y a quand même une grosse différence d'âge. En fait ce film là il m'a moins touché aussi, donc
Quand je pense au film, je pense que ce que je préfère et qui ressort dans ma tête, c'est la première partie. Et la deuxième partie, je suis juste en mode, bon, c'est une erreur de parcours. Mais du coup, j'ai très hâte de voir le prochain, comme tu dis, parce que on verra dans quelle veine ça repart. Parce qu'il y a quand même des films assez différents dans ce qu'il a fait et dans ce qu'on a vu. T'as mis combien sur Letterboxd ? Alors, vraiment, comme j'étais fou, la première fois que je l'ai vu, j'ai mis 5, mais vraiment avec le recul, je pense que c'est plutôt 4, 4,5, 4. Mon avis est très très subjectif parce que moi, tout ce qui me touche à l'abstrait, ça me touche beaucoup, mais je sais très bien que je comprends à 100% qu'il y en a d'autres pour qui ça n'a pas du tout touché, ça n'a pas du tout parlé, et je comprends à 100%. Il y a des films des fois qui me parlent pas du tout, ça parle à d'autres, donc voilà, c'est très très subjectif, et c'est surtout au terme de l'esthétique en fait que j'ai beaucoup aimé, donc c'est vrai que l'histoire, la construction et tout, c'est peut-être pas le truc qui m'a le plus marqué. Voilà. Moi, j'ai mis que 3 étoiles parce que justement, je reconnais qu'il y a des choses très intéressantes, notamment tout ce qui est impressionnisme, enfin pas impressionnisme, surréalisme, voilà. Je dis pas les bons mots, c'est super. Et il y a quand même des choses hyper intéressantes sur comment le personnage de Daniel Craig voit le personnage de Drew Starkey et voit les choses en général. C'est lui qui voit tous ces trucs surréalistes. Et là, je viens de revoir l'affiche qui est celle-ci. Et en fait, je me rappelle qu'il y a cette scène-là et où le collier bouge comme si le scolopendre était réel. Et ça, en fait, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça hyper beau. Mais voilà, donc j'ai mis que 3 étoiles parce que c'est pas ce qui m'a le plus touchée et que j'étais un peu perdue et tout ça. Donc je reconnais qu'il y a des choses très bien. Mais ça a pas suffi à rendre le film particulièrement marquant. Genre, ce film-là, il est sorti cette année et je l'ai pas déjà oublié, mais je suis en mode, il m'a pas marqué. Alors que Challengers, toute l'année, j'y pensais, quoi. Je pense que ce qui est important de ce film, c'est les non-dits dans la communauté LGBT, ce truc de on n'arrive pas à dire les choses, donc il va falloir qu'on trouve des moyens extérieurs de se le dire, ce qui fait un petit peu écho avec Call Me By Your Name, avec Is it better to speak or to die. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur Luca en général ? Eh bien, je pense que c'est un très bon réalisateur et je pense que c'est aussi quelqu'un qui parle de sujets très importants qu'il faut montrer à l'écran. Le fait que ce soit un réalisateur qui quand même a une certaine popularité, un réalisateur homosexuel qui dit des choses dans un pays où c'est très très peu accepté, j'ai trouvé ça très fort et je pense que c'est très important. Et on parlait en fait avec aussi plusieurs personnes du fait que le cinéma queer c'est hyper important et qu'il y a des choses qu'il faut représenter, et lui il le fait très bien, et en fait il le fait pas non plus de façon romantisée, je trouve. Il montre les moments qu'on n'a pas envie de voir, il y a des scènes qu'on veut pas forcément voir, mais il les montre quand même. J'ai très hâte de voir ses prochains projets. Mais moi, du coup, c'est un réalisateur, je trouve qu'il a toujours des films qui sont très jolis, et donc c'est une manière très douce de voir des choses qu'on n'a pas très envie de voir, et c'est important qu'il les montre, et je trouve que c'est important que ce soit un réalisateur homosexuel qui montre des histoires homosexuelles. Effectivement, le cinéma queer, c'est hyper important, parce que c'est des histoires qu'il faut continuer à raconter, il faut pas invisibiliser les choses, dans un monde, notamment aux États-Unis, où on essaie d'invisibiliser toutes les différences. C'est très bien qu'effectivement, comme tu dis, ils soient un peu mainstream. C'est rassurant. Ça se voit que c'est un réalisateur très visuel et pas forcément sur les scénarios que je vois. Par exemple, il fait beaucoup d'adaptations de livres, comme on l'a vu. Donc il reprend beaucoup des livres parce que je pense que c'est pas un réalisateur qui imagine des histoires, mais qui sait comment les mettre en scène. Ça, pour le coup, c'est vraiment sa force. Donc c'est pour ça que tu sais que tu vas avoir un film qui est très beau et tu peux faire pause et ce sera toujours très joli à n'importe quel moment. Donc ça, c'est très fort. Mais c'est vrai que c'est pas les films où tu te dis putain, le scénario est dingue. Mais c'est pas grave. Il y a plusieurs types de cinéma. Si vous préférez les trucs plus scénario, allez voir du Nolan, je sais pas. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Mais j'adore Nolan aussi, il y a pas de... J'adore Nolan. J'étais en train de me dire, en fait, il faudra qu'on en refasse un tous les deux où on parle de Damien Chazelle. Parce que c'est aussi un de mes réals préférés. Et en plus, monsieur fait son mémoire dessus. Je suis totalement d'accord avec ça, il faut qu'on refasse ça. Pour le coup, en plus, je sais beaucoup de choses, même niveau historique, son passé, etc. Donc là, je suis vraiment le fou de Damien Chazelle. Mais du coup, justement, c'est très bien que tu parles de ça, parce que ça me permet de conclure avec quelque chose. C'est que je pense que la raison pour laquelle j'aime autant le travail de Luca Guadagnino, c'est parce que il fait partie de ces réalisateurs qui me touchent énormément, comme Damien Chazelle. J'en ai plusieurs, mais c'est vrai que je pense que ces deux-là, c'est peut-être ceux qui se rapprochent le plus de ma vision du cinéma, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'aime autant, et c'est pour ça que je suis très biaisé quand je vois leurs films. Mais après, c'est vrai que quand j'en parle avec des gens qui me disent que là, il y a quand même des lacunes sur certains trucs au niveau du scénario et tout, je suis en mode, effectivement, maintenant que vous le dites, je suis beaucoup moins biaisé. Mais du coup, voilà, donc avec grand plaisir qu'on se refera une vidéo comme ça sur Damien Chazelle. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Si ce n'est que ce fut un honneur d'avoir été invité sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous parce qu'elle est exceptionnelle. Et j'ai très hâte de voir tes prochaines vidéos, tes prochains projets. Et c'est avec grand plaisir que je reviendrai. Merci de m'avoir accueilli. Et bravo Luca Guadagnino. Ah oui, et dernière chose très importante, je tiens à féliciter les équipes techniques de tous les films. Et surtout, là moi, parce que du coup ça me touche vachement, c'est les caméramans et les chefs opérateurs. Enfin, en gros, les chefs opérateurs qui ont bossé sur les films de Guadagnino sont
très talentueux, donc bravo à eux. Merci beaucoup de parler des équipes techniques parce que souvent on nous oublie, bref. Je me prends pour qui ? Encore une fois. Merci beaucoup Elio d'être venu, ça fait très plaisir que tu sois le premier invité sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, monsieur fait des films, c'est un futur grand réalisateur. C'est gentil. Donc voilà, bravo à lui. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez le Caguadadeño, si vous détestez et lequel c'est votre préféré. On en discutera avec vous. Merci beaucoup et gros bisouilles. Bisouilles. Oh my god.